Et donc cet article, il a été rédigé par 3 autrices, Isabelle Martineau et Naïma Amrouni, qui sont des chercheuses en philosophie et plus spécifiquement en éthique appliquée. Avec Isabelle Martineau, qui est également chercheuse, enfin, qui est également diplômée, pardon, en sciences infirmières, tout comme Joanne Hébert, qui est, quant à elle, chercheuse en sciences infirmières. L'approche de cet article, elle est donc clairement philosophique et elle a pour but d'éclairer des concepts mobilisés dans les débats sur l'aide médicale à mourir, ici plus spécifiquement pardon, le concept de dignité. Pour ce qui est du plan de la présentation, on va en fait suivre classiquement celui de l'article, qui lui-même suit une structure assez classique de la littérature scientifique, avec tout d'abord une explication du contexte qui motive la recherche, puis la présentation de la méthode, ensuite la présentation des résultats et enfin celle de la discussion. Mais les résultats, quant à eux, sont présentés d'une manière un peu particulière par rapport à la littérature scientifique qu'on a l'habitude de croiser, il s'agit pardon, d'un article de philosophie. Les résultats sont quant à eux déclinés sous la forme d'une analyse conceptuelle. Alors, l'analyse conceptuelle que je vais expliquer par la suite, elle n'apparaît pas forcément dans cet ordre-là dans l'article, mais j'ai choisi de restructurer ma présentation pour éviter les répétitions qui peuvent, quant à elles, être présentes dans l'article. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une analyse conceptuelle qui compose donc cette partie résultat? C'est une analyse de ce qui semble être au premier abord un même concept indifférencié et unique, ici le concept de dignité, mais qui essaye de décrire, comprendre et affiner notre compréhension de ce concept et faire émerger de nouveaux aspects de celui-ci, des distinctions qui ne sont pas perceptibles au premier abord. Donc, dans cette partie résultat, cette analyse conceptuelle, elle consiste d'abord en la présentation d'une perspective ontologique qui est apparue comme très importante dans les résultats de la recherche après méthode. Ensuite, la présentation de la perspective autonomiste, qui est une autre perspective très importante de la manière dont le concept de dignité est mobilisé. Ensuite, les autrices démontrent en quoi ces conceptualisations sont opposées dans le débat spécifiquement sur l'aide médicale à mourir. Elles les confrontent. Et enfin, elles présentent le concept de la perspective de la dignité relationnelle comme l'apparition d'une alternative pour dépasser les deux autres perspectives déjà présentées. On commence donc à traiter le cœur du sujet par la présentation du contexte. Alors, l'article de recherche, il part d'un constat assez simple, et je pense que quand on est médecin et plus spécifiquement quand on est chercheur ou soignant en soins palliatifs et enfin, dans le traitement de la fin de vie, quand on est mobilisé dans ces débats, c'est quelque chose qui est assez intuitif et empirique, en fait, c'est que le concept de dignité humaine, il est omniprésent dans les débats concernant l'aide médicale à mourir. Mais le constat des autrices est en fait plus grand, c'est que le concept de dignité humaine, il est omniprésent dans toutes les discussions politiques, légales et sanitaires de nos sociétés. Pourtant, il semblerait qu'il n'y ait pas de consensus sur la définition et les usages du concept de dignité. Au contraire, sa signification et ses connotations font l'objet de controverses. Son usage dans les débats sur l'aide médicale à mourir en est une illustration, puisque tous les acteurs du débat mobilisent cette notion pour défendre des positions qui sont pourtant opposées et nous semblent être inconciliables. Aussi, le concept de dignité est jugé souvent trop polysémique et ambigu, et certains auteurs vont jusqu'à proposer son exclusion carrément dans les articles académiques pour lui préférer les termes de respect ou d'autonomie dans l'espoir de dépasser ces désaccords. Mais on pourra voir peut-être à travers les questions que ces concepts sont eux-mêmes limités. Finalement, d'autres autrices, et c'est le parti pris, enfin d'autres penseurs, philosophes et spécialistes prennent le parti pris de défendre que l'intérêt du terme dignité réside justement dans sa polysémie et c'est ce qui rend le débat fécond.
C'est également le parti pris de nos autrices qui avancent qu'il est essentiel d'explorer et de comprendre les multiples facettes et interprétations du terme de dignité, surtout justement dans les débats concernant l'euthanasie et le suicide médicalement assisté. Alors, petite précision justement sur l'article, elle cite ici explicitement l'euthanasie et le suicide médicalement assisté, mais finalement, je n'ai pas eu l'impression qu'elle définissait vraiment l'aide médicale à mourir de manière rigoureuse en termes d'application médicale, justement. Et donc, les autrices, pour revenir à ce que je disais, admettent, avancent que cette étude en profondeur du concept de dignité est justement ce qui permettra finalement de comprendre les valeurs et les droits qui cohabitent ou devraient cohabiter dans le débat sur l'aide médicale à mourir. Finalement, elles avancent un objectif très important qui est d'explorer les différentes conceptualisations et usages du terme de dignité dans le débat autour de la mort médicalement assistée. Et c'est ce qui va guider notre exposé et ce qui a guidé le développement de leur article. Cet objectif, il donne naissance à une problématique qui est la suivante. Dans le débat sur la mort médicalement assistée dans les 60 dernières années en Amérique du Nord, Europe et Australie, donc on a une définition, on a une aire géographique assez définie à première vue, quelles ont été les conceptualisations principales de la notion de dignité et lesquelles semblent permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités en termes réflexifs. Je me suis permise d'ajouter le en termes réflexifs parce que c'est ce qu'entend ouvrir l'article. À ce stade, il nous permet seulement de réfléchir à ces nouvelles possibilités, à ces nouvelles conceptualisations, à comment les mettre en avant et de souligner qu'il est important de les mettre en avant, mais il ne permet pas nécessairement de réfléchir à leur application. Finalement, cette problématique principale, elle nous amène à 3 sous-problématiques qui vont encore une fois guider le fil de notre article, qui sont quelles sont les conceptualisations sur lesquelles le soutien à l'aide médicale à mourir est basé? Quelles sont les conceptualisations majoritaires de la dignité? Quelles sont les conceptualisations sur lesquelles la critique de l'aide médicale à mourir est basée? Et enfin, est-ce que certaines de ces conceptualisations devraient être revisitées pour enrichir et faire progresser le débat? Et si oui, lesquelles? À cette fin, les autrices empruntent la méthode de la scoping review ou revue de la portée, qui permet généralement, c'est l'objectif en tout cas de la revue de la portée, d'élaborer un résumé exhaustif des connaissances ou réflexions autour d'un sujet spécifique et donc de clarifier des concepts clés. Dans le cadre de leur recherche, le critère d'inclusion des articles qui ont composé cette scoping review ont été volontairement larges. D'abord, il fallait que les articles en question aient été publiés après 1960, qu'ils l'aient été en anglais ou en français, qu'ils prennent au moins l'un des formats suivants, expérimental, quasi-expérimental, évaluatif, qu'ils comprennent un protocole observationnel ou qualitatif, des réflexions philosophiques, des tests, ou qu'ils relèvent de la grey literature, la littérature grise, c'est-à-dire une recherche qui ne passe pas nécessairement par les canaux académiques normaux de réflexion. Les publications sur les réseaux sociaux ou les médias de masse, en revanche, étaient exclues de la revue de littérature. Et les enquêtes qui étaient incluses devaient comprendre ou devaient porter sur des adultes en capacité de consentir à l'aide médicale à mourir. Finalement, la littérature choisie était basée sur 15 bases de données au total, étudiées entre septembre 2021 et avril 2022, avec quelques ajouts en 2023, donc a posteriori. Il y avait 11 bases de données spécialisées, dont 2 en philosophie, 4 en sciences biomédicales et 5 en sciences sociales et humaines, avec également 2 bases de données interdisciplinaires et enfin 2 bases de données de grey literature, donc encore une fois de la littérature qui n'entre pas dans les circuits habituels de la publication académique. Après un tri en plusieurs étapes qui comprenaient à la fois des lectures algorithmiques et humaines, ce sont au total 156 références qui ont été retenues pour composer l'article, parmi lesquelles une grande majorité, donc non pas du tout, pas une grande majorité, mais une majorité en tout cas, 51% provenaient d'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada,
41% provenaient d'Europe, avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. 5 références provenaient d'Australie. Et enfin, de manière plus surprenante, les autrices se sont aussi basées sur 2 références additionnelles, qui sont des revues de littérature provenant respectivement d'Iran et de Singapour, qui n'étaient donc pas prévues dans l'ère géographique de base. Finalement, ce sont donc 60% des références utilisées qui ont été publiées après 2010, en rappelant donc que les articles inclus devaient être publiés depuis 1960. Donc 60% utilisés ont été publiés après 2010, ce qui illustre une augmentation de la mobilisation du concept de dignité au fil des débats sur l'aide médicale à mourir. Alors, à quoi a mené cette méthode? Quels résultats a-t-elle permis de faire apparaître? La revue de littérature, la Scoping Review utilisée par les autrices, elle a fait émerger des conceptualisations majoritaires et minoritaires de la dignité. Les conceptualisations majoritaires, c'est la perspective ontologique et la perspective autonomiste que je vais vous présenter immédiatement. La perspective ontologiste, qui stipule que la dignité est ontologique, est très largement majoritaire. C'est la conceptualisation de la dignité la plus utilisée et elle l'est surtout par les détracteurs de l'aide médicale à mourir. La dignité ontologique, elle suppose que la dignité est inhérente à l'être humain, en tant qu'il est un être humain. C'est-à-dire qu'elle est absolument inconditionnelle, universelle et inaliénable. Elle concerne tous les êtres humains en vertu du simple fait qu'ils sont humains. Cette notion, elle trouve son origine dans l'Antiquité, mais elle est surtout mobilisée dans une perspective judéo-chrétienne, c'est-à-dire que la dignité est inhérente à l'humain, car ce dernier est fait à l'image de Dieu. Ça explique d'ailleurs l'opposition de certains à cette perspective ontologique, puisque la connotation religieuse serait trop importante pour guider une réflexion éthique et politique à l'échelle nationale, mondiale, etc. Pour autant, la notion de dignité ontologique, elle peut être séculaire, telle qu'elle apparaît très souvent dans la loi, le politique et plus généralement dans les droits de l'humain et les valeurs sociales. C'est-à-dire que la dignité ontologique n'est pas cantonnée à une lecture religieuse de la dignité, tout simplement. Donc cette dignité ontologique, elle suppose un caractère sanctuaire de la vie humaine. Elle doit être absolument inviolable et donc par là même, elle ne peut pas être manipulée par quiconque. Cette approche, selon les autrices, donc elle doit échapper à la décision humaine et cette approche, selon les autrices, elle mène à des arguments contre l'aide médicale à mourir. Le terme, enfin la phrase utilisée par les autrices, c'est plus spécifiquement une toute petite phrase dans le paragraphe qui dit « Cette approche amène clairement à un argument contre l'aide médicale à mourir ». Et même si on peut voir pourquoi, à force de réflexion et d'exposition à ces arguments, c'est dommage qu'il n'ait pas été, de mon point de vue, plus amplement expliqué dans l'article. On a ensuite une deuxième perspective de la dignité, qui est la perspective autonomiste, qui est elle aussi une perspective très majoritairement utilisée, mais cette fois-ci en faveur de l'aide médicale à mourir. Cette perspective autonomiste, elle implique que la dignité est relative à chacun et qu'elle est donc dépendante de la définition que chaque individu prête à sa propre dignité. Dans cette perspective, il appartient au sujet seul de décider des conditions de sa vie et de sa mort. Aussi, si le sujet décrète que sa vie est dénuée de dignité à un moment T, il devrait pouvoir décider d'y mettre fin en toute liberté dans un geste d'autodétermination. Cette perspective, elle trouve ses origines dans la littérature plutôt moderne en philosophie qui remonte au plus tôt à la fin du XVe siècle. Donc qui est bien plus récente finalement que la perspective ontologique. Cette dignité, elle est comprise comme le respect de l'intégrité et de l'autonomie de chacun. C'est une perspective qui relève d'une approche narrative ou biographique de l'identité, qui est notamment inspirée de Dworkin dans le début des années 1990 et plus précisément en 1993. Dans cette perspective
dans cette approche narrative ou biographique avancée par Dworkin, la dignité d'un individu est respectée lorsque la cohérence de son existence et de ses choix est elle-même respectée. La fin de vie est alors conçue comme l'ultime moment durant lequel l'individu peut réaffirmer l'intégrité et la cohérence de son existence, soit son identité, et ne pas respecter les choix de cette personne à un moment aussi propice, voire au moment le plus ultime de son existence, le dernier moment, revient à violer le fil de l'existence même du sujet et introduit une incohérence dans son identité. C'est donc, une perspective, la perspective autonomiste qui généralement se prononce, en faveur de, l'aide médicale à mourir. Finalement, on a donc là 2 conceptualisations qui semblent finalement, très opposées, voire inconciliables, les unes avec les autres. Les opposants à la perspective autonomiste et donc, à l'aide médicale à mourir critiquent souvent une perspective individualiste qui est basée sur l'idée d'une autonomie totale qui peut contribuer à intensifier le sentiment du sujet dépendant d'être un poids pour son entourage et pour la société. Cette perspective, elle ne prendrait pas en compte, selon ces critiques, un contexte socio-économique qui a tendance à marginaliser les communautés dont les besoins sont pourtant les plus importants. Elle leur semble contradictoire d'ailleurs, alors même que dans les pays où est légalisée l'aide médicale à mourir, la mort de l'individu doit systématiquement en fait être sanctionnée par un tiers, souvent un soignant, ce qui introduit une hétérodétermination qui va finalement à l'encontre de la notion d'autonomie qui est tant vantée, et qui donnerait un pouvoir, indu aux soignants sur, l'exercice, sur, l'existence et le fil, de la trajectoire de vie, individuelle. Les, acteurs en faveur de l'aide médicale à mourir, qui s'opposent, généralement à la perspective, ontologique, critiquent quant à eux une conceptualisation de la dignité qui serait déconnectée, du vécu des personnes en fin de vie. Cette perspective, on l'a vu, cette perspective, ontologique, on l'a vu, est, bien souvent ancrée dans une perspective religieuse qui retire toute autonomie et toute liberté d'autodétermination à l'individu. Hem, pour, pour décrire cette perspective, les autrices écrivent: «C'est à l'individu seul et non à la société ou à l'État, de déterminer de sa propre vision d'une bonne vie. À partir de cette perspective, comprendre autonomiste, la conception ontologique de la dignité devrait laisser la place à une conception subjective de la dignité, une conceptualisation basée sur ce que les patients eux-mêmes ont à dire sur le sujet». Pour avancer sur le débat, de l'aide médicale à mourir, il semble donc essentiel finalement de dépasser cette dichotomie qui oppose les 2 pôles, en, selon les autrices, d'abord admettant la légitimité de chaque perspective et en construisant une théorie unifiée de la dignité. Alors avant de continuer, j'aimerais préciser par rapport à la slide précédente qu'on a présenté les 2 conceptualisations principales, de la dignité, mais qu'il en existe d'autres, dont certaines mobilisent, par exemple, la littérature, kantienne et d'autres, parlent plutôt de la dignité comme, vertu ou comme statut social. Ça, ce sont des perspectives qui sont généralement minoritaires, et surtout mais qui démontrent quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans ces perspectives kantiennes et de la dignité comme vertu, les acteurs du débat retiennent différents arguments d'une même perspective qui les amènent finalement à différentes conclusions. Ça, c'est la petite note en bas à droite de la slide qui, nous en informe. Donc, finalement, on a, le désir de dépasser cette dichotomie et pour dépasser cette dichotomie, les autrices, elles affichent, une dernière conception de la dignité qui est la dignité relationnelle, qui est apparue dans la littérature, sur le sujet, mais qui semble minoritaire comparée à la perspective ontologique et à la perspective autonomiste. Cette dignité relationnelle, elle part du constat que les conceptions morales d'une personne sont basées sur les pratiques sociales qui l'entourent, constat dressé par Leggett en 2013, et que le sens de la dignité d'un individu, c'est-à-dire la manière dont il ressent la dignité en lui-même, dépend de son contexte social et de son entourage. C'est-à-dire que ce ressenti très intime de la dignité
Il dépend parfois du jugement, du regard des autres, mais aussi de la législation, de la culture, des valeurs sociales, c'est-à-dire, de la société, dans son ensemble. L'expérience de la dignité dans ce cadre est donc interpersonnelle et intersubjective. Cette perspective relationnelle, elle permet de lier les perspectives subjectives et ontologiques, en ce que la dignité relationnelle ou sociale est fondée sur l'idée partagée d'une dignité ontologique. L'idée partagée, c'est-à-dire que cette dignité ontologique n'a pas de source religieuse, elle n'est pas, nécessairement, intrinsèque naturellement, mais c'est une idée qui est socialement partagée et qui confère à chaque individu de manière inaliénable, une dignité, qui génère un sens de la dignité qui, quant à lui, est subjectif à l'individu. Finalement, cette dignité relationnelle, elle permet de donner naissance à une conceptualisation de la dignité qui est à la fois ontologique, subjective et, encore une fois, relationnelle, et qui permet donc de lier les 2 concepts que nous avons vus, auparavant et qui nous semblaient inconciliables. J'essaie de passer à la diapo suivante. Heu, Finalement donc, et je vais essayer d'abréger un petit peu pour laisser place, à la discussion quand même. Dans la discussion, justement, dernière partie de l'article, les autrices, avancent que cette, dignité, cette conceptualisation de la dignité relationnelle est ce qui nous permet de sortir de la binarité du débat, heu et pour cela, elles proposent de lier la notion de dignité en ce qu'elle est relationnelle, avec la notion de respect qui est, elle aussi, absolument prépondérante dans la littérature sur la dignité et sur, l'aide médicale à mourir plus spécifiquement. Pour cela, elles affirment que le respect, qu'il provienne de soi-même, donc le respect que l'on porte à soi-même ou, le respect que autrui, porte à nous ou que l'on porte à autrui, cette notion de respect est fondamentale à la dignité. Or, le respect lui-même est intrinsèquement social, puisqu'on est toujours respecté, par quelqu'un ou qu'en tout cas notre respect de nous-mêmes et le respect d'autrui est toujours, interpersonnel et donc la dignité qui est dépendante de ce respect, que autrui porte à nous ou que l'on porte à soi-même, elle est donc également sociale. Ce qu'elles affirment, c'est à la fois une invitation à explorer, plus encore cette notion de respect et elles en profitent pour faire la démonstration, encore une fois, de la dimension sociale, de notre perception de la dignité. Il est donc important pour elles, pour réussir à sortir de la binarité du débat, de mettre en avant une dignité multidimensionnelle, qui est celle avancée par Leggett en 2013, et qui lie la perspective ontologique et autonomiste. Cette dignité multidimensionnelle, elle affirme la dignité comme étant, d'une part, intrinsèquement relationnelle, pardon, comme on l'a vu, d'autre part, comme étant la synergie entre ces dimensions à la fois subjectives, ontologiques et sociales, et enfin, la dignité comme étant dynamique et fluide. C'est-à-dire que la perception qu'un individu a de sa propre dignité peut changer au fil du temps, mais aussi au niveau social, la définition que l'on donne à la dignité peut fluctuer d'une culture à l'autre, d'une aire géographique à l'autre, d'une temporalité à l'autre. Finalement, concluent les autrices, la dignité, je ne le répéterai jamais assez, dans le cadre de cet exposé, est à la fois individuelle et sociale. Au niveau individuel, elle cite Leggett, publié en 2013 à la page 952, qui écrit que mourir avec dignité devrait désigner une situation dans laquelle la personne mourante est soutenue dans son estime d'elle-même et ceux qui l'entourent agissent avec sollicitude et respect. Donc là, vraiment, on a un niveau individuel au sens d'intime de la dignité, c'est-à-dire c'est le vécu de la personne est lié à ses relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la proximité des individus entre eux. Mais cette, dignité, elle est aussi sociale, à un niveau beaucoup plus grand, qu'on pourrait dire sociétal, c'est-à-dire partagée par la société à un niveau, communautaire, national, encore une fois d'une aire géographique. Avec le fait que les concepts tels que la dignité sont des outils puissants pour organiser le monde dans lequel on vit et c'est justement le cas des débats sur l'aide médicale à mourir.
où le concept de dignité est mobilisé de manière très forte pour organiser les lois, pour changer la législation, pour finalement faire avancer les choses et changer concrètement la vie des citoyens. Donc ces concepts, ils sont pas du tout, disons, seulement théoriques, ou ou éloignés de la vie de tous les jours. Ils sont au contraire très palpables en ce que leur usage détermine justement et impacte notre manière de vivre, de relationner et d'être en société. Et ensuite, finalement, qu'est-ce qui vient après cet article? Qu'est-ce qui vient après ces conclusions? Tout d'abord, les autrices reviennent sur les limites de leur revue de littérature, avec le fait qu'elle soit seulement bilingue, et surtout le fait qu'elle soit très centrée sur l'Occident, malgré la présence des deux revues systématiques que l'on a vues tout à l'heure. Finalement, elle propose peut-être l'idée d'un jour dresser une analyse comparative de la notion de dignité en fonction des cultures, pour ne pas rester sur l'opposition et les trois conceptualisations finalement que l'on a exposées aujourd'hui. Et en termes de recommandations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il conviendrait de faire, de rechercher à la suite de cet article, elle propose pardon, d'interroger les individus qui souhaiteraient recourir à l'aide médicale à mourir à travers des enquêtes afin de comprendre la notion et les définitions qu'ils donnent à leur propre dignité et à la dignité de manière générale. Elle propose également d'analyser de manière plus détaillée les discours prévalents dans l'espace collectif et de ne pas s'arrêter d'ailleurs à la notion de dignité, mais peut-être de continuer les analyses sur la notion de respect, d'autonomie, etc. Et enfin, elle propose, pour faire avancer le débat, de se saisir communément de l'approche multidimensionnelle proposée par les guettes que nous avons exposées juste avant. Voilà. Euh, j'ai fini ma présentation et je vous propose de laisser place à la discussion avec Pauline et David. Merci beaucoup, Annie. C'était très clair. Je vous place aux questions, effectivement. J'arrête le partage d'écran si ça vous dérange pas, mais si jamais je peux revenir aux slides. Bien. Alors, oui, merci Annie pour avoir choisi cet article déjà. Cet article qui nous a un petit peu challengé parce qu'on n'est pas très habitué à... C'est le moins qu'on puisse dire. Le philosophique, qui est très intéressant parce qu'il illustre des concepts qui nous sont mobilisés dans notre quotidien parce que David se présentera, mais moi en tout cas je suis médecin en unité de soins palliatifs. Et voilà, je suis aussi assez régulièrement dans ma pratique confrontée à cette question autour de la dignité. Encore que, on en discutera avec David, mais voilà, finalement, la réflexion qu'on se faisait, c'est que c'est une étude descriptive conceptuelle qui est très importante au sein des débats justement sur l'aide à mourir, enfin l'aide médicale à mourir. Et au final, on se disait avec David que dans la pratique, c'était un mot qui revenait finalement pas si souvent que ça. C'est un concept qui revient souvent, mais le terme de dignité n'est pas souvent repris. Et c'est vrai que bon, nous, moi en tout cas, je vais pas forcément, je vais surtout mettre l'article en lien avec ma pratique professionnelle parce que je me sens pas de taille à commenter un article philosophique. Mais en tout cas, voilà, le constat, c'est celui-là. Et le constat que je fais, moi, dans ma pratique, c'est qu'en fait, quand on nous sort la carte de la dignité, quand les patients nous en parlent, et encore, c'est même très souvent les familles qui nous en parlent, c'est souvent sous un modèle plutôt autonomiste, comme tu nous l'as décrit, et avec finalement l'attente d'une action de notre part. Et voilà, et c'est vrai que le texte met en lumière ces deux concepts qui sont radicalement différents, qui s'opposent et qui finalement, comme c'est bien décrit, aboutissent à une impasse dans les débats. Et moi, j'ai trouvé ça en tout cas hyper intéressant d'avoir finalement l'émergence du troisième concept
que tu as décrit de la dignité relationnelle et que là, finalement, j'arrive personnellement plus à intégrer à ma pratique médicale. Voilà, je ne sais pas si tu veux rebondir, David, ou si tu as... Oui, c'est vrai, mais par rapport à l'utilisation effectivement en clinique au quotidien, dans le sens, moi je m'appelle David Goisis, je suis infirmier de formation avec une expérience principale en soins palliatifs et en hôpital de jour en équipe mobile, ce qui a son importance, parce que j'ai quand même pas mal participé à des entretiens en binôme avec des médecins. Et effectivement, moi, ce qu'on discutait avec Pauline, c'est quand on a préparé la présentation, c'est que le terme de dignité, il est assez rarement utilisé, et souvent à la façon dont il est utilisé dans les débats. Et on l'élimine assez vite de la discussion parce que justement, en fait, on n'a pas les billes, on n'a pas les définitions concrètes, on n'a pas la maîtrise conceptuelle, en fait, philosophique non plus de ce terme-là, qui est assez compliqué. Moi, j'ai envie de le comparer un peu à la façon dont on décrit l'existence d'un trou noir en fait en astrophysique, à savoir qu'on peut le voir uniquement par ses manifestations, mais on peut jamais l'observer directement. Et ça me fait penser un petit peu à ça, quoi, avec quelque chose qui est complètement impalpable en fait et qu'on n'arrive pas du tout à concrétiser. La remarque que je me faisais tout à l'heure aussi, c'est que finalement le fait qu'il y ait ces deux concepts qui s'opposent historiquement, alors pourquoi l'opposition c'est construit comme ça, je ne sais pas exactement. Ça, finalement, dans le débat public, ça élimine complètement la possibilité du choix, j'ai envie de dire. C'est qu'en fait, justement, cet article, il sert à ça, à faire émerger, comme disait le soulignait Pauline et l'a présenté Nina, à faire émerger en fait la possibilité finalement d'avoir une perception de la dignité, une conceptualisation de la dignité qui permettent aussi de faire un choix. Alors que s'il y a juste la perspective ontologique et la perspective autonomiste, finalement, on se retrouve dans une impasse, comme c'est dit et répété plusieurs fois dans l'article. Et dans le débat public, en fait, ça, finalement, de mettre le terme de dignité, ça clôt le débat et la discussion est terminée. Et en clinique, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que disait Pauline, finalement, la carte dignité, c'est moi je veux mourir, donc laissez-moi mourir, permettez-moi d'accéder à une aide médicale à mourir. Si vous ne le faites pas, en fait, c'est que vous ne me respectez pas et vous ne respectez pas ma dignité. Et c'est vrai que ça clive un petit peu et ça ouvre la discussion, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi d'intégrer, nous, dans notre pratique, dans notre réflexion, en tout cas en tant que soignant, même si on n'a pas une compréhension accrue, parce qu'on n'a pas fait les études pour comprendre exactement toute la conceptualisation, mais en tout cas de s'approprier ça et de ce type d'article-là, il nous aide aussi à mettre du sens derrière les mots et à faire attention aussi à ce qu'on raconte et pas aller trop loin non plus dans tout ça. Voilà. Je pense que ce que ça illustre là, ce que tu es en train de dire, David, c'est que ce concept est aussi très dépendant de la société dans laquelle on évolue. Et c'est aussi ce qui est décrit dans l'article. Et que voilà, il y a une définition, mais cette définition, elle ne peut pas être isolée et elle est finalement comprise dans toute une interaction environnementale, sociétale, familiale, et que la société évolue aussi beaucoup, a une grosse influence en tout cas sur la définition qu'on peut se donner à la dignité, enfin à sa dignité. Et moi, il y a une question que je m'étais posée aussi en relisant l'article hier soir, c'est que c'est vrai que donc il y a ces deux concepts qui sont majoritaires, donc la dignité ontologique et la dignité sous un modèle autonomiste. Et finalement, dans l'article, la façon dont c'est présenté, il y a vraiment cette dichotomie entre la dignité ontologique, elle est favorable à l'AMM, et la dignité autonomiste, non, l'inverse. La dignité ontologique, elle est défavorable et elle s'oppose à l'AMM, et la dignité autonomiste est favorable et revendique finalement l'AMM. Mais en fait, pourquoi l'inverse serait pas vrai? Enfin... Oui, je pense que dans l'article, du coup, dans la revue de littérature, elle démontre des tendances dans la manière dont ces deux conceptualisations de la dignité sont mobilisées. C'est-à-dire, typiquement, la dignité ontologique va être mobilisée par ceux qui sont contre l'aide médicale à mourir, parce que toucher à la vie humaine, qu'une main humaine touche à une autre vie humaine, ou que l'individu lui-même touche à sa propre vie, c'est contrevenir, dans une perspective judéo-chrétienne ou religieuse de manière générale,
au fait que en fait, l'humain devrait être, ne devrait pas avoir à charge la vie humaine, ça devrait pas être dépendant de lui. Donc on a effectivement cette facilité à aller d'une perspective ontologique à des arguments contre l'aide médicale à mourir. Mais encore une fois, comme je l'ai souligné pendant l'exposé, on en a déjà discuté, mais en fait, ce lien, en tout cas pour la perspective ontologique, il est fait très rapidement par les autrices. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette phrase qui dit « Oui, donc la perspective ontologique amène à une position contre l'aide médicale à mourir, et personnellement, en tant qu'étudiante en philosophie, j'aurais aimé que ce soit aussi bien expliqué que pour la perspective autonomiste qui, on l'a vu, elle était, dans le sein de l'article, beaucoup plus enrichie. » Mais ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce que vous aviez dit, à ce que vous avez dit tous les deux de l'usage du mot dignité dans la vie de tous les jours, dans votre pratique de soins, etc. Je vais m'interrompre. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que j'ai un écho. Ok, super. Et que donc, en fait, la dignité, en tant qu'elle est autonomiste, elle est très mobilisée par les gens de manière générale, de dire, en fait, ne pas agir selon mes valeurs, mes croyances, etc., c'est contrevenir à ma dignité. Mais en revanche, j'ai l'impression qu'à l'inverse, de manière totalement intuitive et empirique, la dignité ontologique, elle est très peu décrite, enfin, elle est très peu décrite sous le nom de dignité. C'est-à-dire que les individus, quand ils parlent de cette dignité ontologique, de l'importance de respecter la dignité intrinsèque à chaque être humain, etc., dans les débats, ne vont pas mobiliser le terme de dignité tant que ça, dans les débats sociaux, etc., qu'on partage, contrairement à la perspective autonomiste qui, elle, va vraiment s'emparer le terme de dignité. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais entendu, dans une perspective religieuse, des gens dire non, en tout cas, l'aide médicale à mourir euh, impacte ma dignité, donc je suis contre. En tout cas, j'ai pas l'impression personnellement d'avoir vu ça, mais peut-être que votre expérience est différente.